Le cours est constitué de 5 chapitres. On va commencer par une approche intuitive, puis on parlera du besoin et nous utiliserons l'outil Betacorn. Ensuite, nous parlerons de l'environnement et de la pieuvre. Nous aborderons dans le quatrième chapitre les fonctions et enfin nous terminerons par le cahier des charges fonctionnel. Dans cette première partie approche intuitive, eh bien, on va parler très peu d'analyse fonctionnelle. Pour commencer, prenons un petit exemple. Une canette de 33 centilitres pesait plus de 50 grammes en 1937 et aujourd'hui elle pèse 21 grammes si elle est en acier ou 13,2 grammes si elle est en aluminium. Alors comment en est-on arrivé là? Eh bien par des progrès successifs. Ce produit en fait remplit les mêmes fonctions qu'initialement, mais on a pu améliorer en fait ses caractéristiques de façon à avoir un produit plus léger, donc moins coûteux à transporter. Et tout ça, en fait, peut être obtenu à l'aide d'une étude d'analyse fonctionnelle. Dans ce chapitre 1, à partir d'exemples simples, on va cerner les principaux concepts de l'analyse fonctionnelle. Commençons par le concept de produit. Qu'est-ce qu'un produit? Tout le monde connaît les produits, on est entouré de produits. On en a choisi deux ici, par exemple une bouteille et une voiture. La question qu'on peut se poser, c'est quand on achète un véhicule, est-ce que le vendeur se contente de vous vendre une simple voiture? Alors, il vous vend évidemment une voiture, mais il vend bien d'autres choses. Ça peut être la reprise de votre ancien véhicule, une garantie, un crédit, un service après-vente, la gravure des vitres pour éviter le vol du véhicule, un beau porte-clés, la gestion des formalités administratives, etc. Ce qui veut dire qu'un produit, c'est évidemment un objet physique, donc dans ce cas-là, ça sera un produit matériel, mais c'est également tout un tas de choses immatérielles, comme un processus, un service, un logiciel, une organisation, etc. L'analyse fonctionnelle va s'appliquer à toute une partie d'un ensemble, et ça peut s'appliquer à un produit existant ou à un produit nouveau. L'analyse fonctionnelle concerne en fait un système. Alors la première question qu'on peut se poser quand on a un produit, c'est à qui il peut servir. Dans le cas de la bouteille, ça sert à tout le monde. Ça sert évidemment à celui ou celle qui veut boire, ça sert aux sportifs, aux campeurs, aux collectionneurs, etc. En fait, on va essayer de formuler ça d'une façon un peu plus générique. On va dire que ça sert à l'utilisateur de fluides ou de substances diverses. Ça peut contenir du sable, ça peut contenir de la lessive et pas forcément un liquide. Il faut donc identifier l'utilisateur du produit ainsi que les usagers. Alors, il y a une petite différence de terme. L'usager, en fait, c'est toute personne qui est en relation avec le produit, alors que l'utilisateur, c'est celui pour qui le produit a été créé. La question suivante qu'on va se poser, c'est quel est l'environnement de la bouteille? Alors, en fait, le raisonnement est très simple. On se met à la place de la bouteille, comme si nous étions nous-mêmes une bouteille, et nous regardons ce qui nous entoure. Et on voit quoi? On voit la substance contenue, bien sûr, qui est dans l'environnement de la bouteille, la main de l'utilisateur, sa bouche, l'air ambiant, le support sur lequel elle est posée, les autres bouteilles ou objets en contact, l'ensoleillement, etc., etc. On va parler ici d'interacteurs du système pour nommer tous ces éléments de l'environnement. Ensuite, la question qui vient à l'esprit, c'est à quoi peut bien servir la bouteille? Elle sert bien entendu à contenir une substance, mais aussi elle peut servir à préserver la substance, à la transporter, à en modifier l'apparence, à fournir des informations sur le produit, à boire, à mesurer un volume, à jouer, à piéger les guêpes, etc., etc. Il va donc falloir identifier et formuler toutes les fonctions auxquelles va répondre le produit. La question suivante, c'est quelles sont les contraintes que doit satisfaire la bouteille? Alors, en voici quelques-unes. Il va falloir par exemple respecter l'intégrité de l'utilisateur pour pas qu'il se blesse en l'utilisant par exemple. Elle devra être ergonomique pour le transport, sa manipulation, son rangement, résister aux agressions de la substance qui est contenue, ne pas la dégrader. Par exemple, si vous transportez de la bière, il vaut mieux que le verre soit opaque pour éviter que la bière ne s'abîme. Éviter une ouverture intempestive, notamment quand le produit qui est dedans est dangereux. Résister aux chocs, aux agressions extérieures, ne pas endommager l'endroit où on va poser la bouteille, etc.
Donc il va falloir évidemment identifier et formuler toutes ces contraintes lorsqu'on va étudier un produit. Alors quelles sont les situations de vie de la bouteille? Alors il y a bien sûr des situations liées à l'utilisation. Alors ça on les connaît bien puisqu'on utilise tous les jours des bouteilles, donc le remplissage, le stockage, l'ouverture, le versage, y compris dans la bouche pour éviter par exemple de blesser la personne qui boit, la fermeture, le nettoyage. Mais en réalité, il y a d'autres situations qu'il va falloir prendre en compte. Par exemple, le transport, comment ne pas détériorer par exemple la bouteille. Lors de sa conception, de sa fabrication, de l'acquisition, au moment où le client va acheter en fait le produit, lors de son élimination, de son recyclage. Et en fait, ceci permet d'introduire le concept de cycle de vie. Le cycle de vie de tout produit, ça commence par une étude qui va comporter donc les phases que l'on voit ici, étude du besoin du marché, fonction de service, conception, développement, définition. Ensuite, on va passer à la phase de réalisation, où on va industrialiser, fabriquer, contrôler, conditionner. Ensuite, on va arriver à la phase de distribution que vous connaissez bien, la vente du produit, son transport, son stockage, l'installation, la mise en service. Et puis l'utilisation, donc première exploitation, la maintenance, la réparation, les arrêts de fonctionnement, les autres exploitations. Et enfin, et à ne pas oublier, donc la dernière phase qui est la fin de vie, où il va falloir démonter, trier, recycler, stocker, détruire. Et bien quand on fait une démarche d'analyse fonctionnelle ou d'analyse de la valeur, on doit prendre en compte en fait le produit dans son intégralité, y compris dans sa fin de vie. Alors une petite synthèse des notions que nous venons de voir. Un produit peut être matériel ou immatériel. Il est souvent associé à des services et on parle de système. Il faut identifier à qui sert le produit, c'est l'utilisateur, mais il y a aussi les autres usagers. Ce qui est autour du produit est son environnement, composé de l'ensemble des interacteurs. Il faut identifier à quoi sert le produit, et ça permettra de lister les fonctions qu'il réalise. Et on devra également formuler les contraintes. L'étude d'un produit doit prendre en compte toutes les situations de son cycle de vie. Alors un produit répond à un besoin, c'est une évidence, et pourtant quand on cherche des produits inutiles, on en trouve quelques-uns.